Si les réactions à ma vidéo sur le PAOK ont dans l'ensemble été très positifs, et je vous en remercie, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que certains ont été un peu gênés par l'utilisation du terme Toto League pour parler de la compétition. Bon bah, justement, parlons-en un petit peu. Alors, clarifions un point d'entrée. J'adore la Toto League. Et ça ne date pas d'hier, mais du printemps dernier, lorsque je disais déjà que j'espérais y être. Car oui, cette compétition m'inspirait plus que les autres que l'on pouvait disputer à l'époque. Pourquoi? Je vais y venir. Mais d'abord, pourquoi l'appeler comme ça? De 1, pour me moquer de l'UEFA qui lui a vraiment trouvé un nom boiteux. L'Europa League conférence, sérieux? Quand il y a déjà une Europa League, ça sent vraiment le manque d'inspiration où on empile 2-3 trucs n'importe comment, donc pourquoi pas Europa League conférence ou pourquoi pas Toto League. Et de 2, parce que certains supporters continuent encore de s'en moquer, et même certains supporters marseillais à l'heure actuelle de cette coupe en bois. Oui, si vous voulez, c'est une coupe en bois, vous pouvez même l'appeler la Toto League. Si vous voulez, j'accepte parfaitement, oui, avec des clubs de second rang, oui, oui, oui et oui, mais je veux quand même la vivre, cette Toto League. Parce qu'on y arrive enfin au cœur du sujet, une fois passées les explications sur les terminologies moqueuses. La Toto League, c'est une expérience à vivre, une expérience en voie de disparition, en voie d'extermination dans le football européen. Le football populaire, ce n'est pas que de la performance pure, ce sont aussi des histoires, des cultures, de la tradition qui font que l'on aime tant ce sport. Toute cette richesse culturelle, toutes ces histoires à la fois sportives et non sportives ont tendance à être effacées des mémoires de nos bambins au profit des mêmes récits, des mêmes séries Netflix aseptisées, des 10-15 mêmes équipes qui vampirisent toutes les ressources joueurs. Alors que ces 10-15 mêmes clubs ont souvent également des histoires riches, mais tout finit par être réduit à la performance en Champions League, quelques indicateurs économiques et de gros transferts SEO. Je force un peu le trait, mais vous voyez là où je veux en venir. Moi qui ai eu la chance d'un peu voyager, je trouve vraiment formidable qu'un match comme le Old Firm continue d'exister à Glasgow, ou encore que la statue de Valérie Lobanovski trône devant l'ancien stade du Dynamo en plein centre de Kiev, ou encore qu'un vrai stade de football comme Sclessin vibre de cette manière. Cette autre chose, cet autre football, il est complètement palpable en Conference League. Aller à Bakou, c'est aller dans un autre pays que ceux où l'on va habituellement. Découvrir le PAOK, c'est toucher en surface à l'histoire des Grecs pontiques rejetés de Constantinople. Aller dans le Keup, c'est visiter un stade chargé d'histoire, d'images inscrites dans la très grande légende du ballon rond. Bref, c'est magnifique. Puis même sur le plan purement footballistique, c'est découvrir un nouveau football que l'on snobe habituellement comme les clubs du top 15 snobent l'OM. C'est découvrir de nouveaux entraîneurs, du vertueux Gourbanov qui veut faire pratiquer un jeu offensif à son équipe, au sournois Razvan Luchescu et ses provocations pour peser au maximum sur l'ambiance. Tiens, d'ailleurs, Gourbanov, Luchescu, ce sont aussi des histoires que l'on se racontera encore dans 10 ans. Tu te souviens du but refusé de la main grâce à l'intervention du mec de Karabag là ? Ou putain, c'était vraiment chaud au Vel quand il y avait des Grecs qui étaient venus. Et puis, histoire, il y a la nôtre, les nôtres, et puis il y a les leurs, parce qu'on est aussi en train d'écrire l'histoire d'autres clubs. Le quart de finale de Conference League, pour le PAOK, c'était historique, et ils l'ont vécu contre l'OM. Alors certes, ils ont peut-être la rage contre l'OM aujourd'hui, mais ce club signifie désormais quelque chose de fort, d'important pour eux. D'ailleurs, je parle, mais ça me rappelle qu'on m'a gonflé toute la saison dernière avec « Oui, mais l'OM est obligé de se faire dérouiller en Champions League parce qu'ils n'ont pas d'expérience européenne. » Alors quoi, c'est pas de l'expérience européenne, le déplacement compliqué à Bakou, c'est pas de l'expérience européenne, le retour dans un stade chaud comme celui de Salonique, et puis c'est pas de l'expérience européenne de jouer des matchs à élimination directe, tout simplement. Sportivement, l'OM est un gros dans cette compétition et assume son statut. Mais il fallait l'assumer, ce statut, et ne pas faire comme tous les clubs français en se prenant pour plus que ce que l'on est réellement et ensuite pleurer devant le rachitique palmarès européen de l'ensemble du football français. Pour vous faire un petit point, le Feyenoord Rotterdam seul a plus de palmarès européen que tous les clubs français réunis. Et puis, à la différence d'autres compétitions, là, la victoire finale était réellement possible. Elle était réellement possible pour l'Olympique de Marseille, mais aussi pour chacun de nos adversaires. À chaque tour, j'ai cru que l'élimination était possible, malgré le fait que l'on soit supérieur financièrement. Il n'y avait pas une marge si énorme qu'il n'y avait aucune chance pour nos adversaires. C'est aussi ça le sport, c'est aussi ça la Coupe d'Europe, c'est la chance pour tout le monde d'essayer de remporter un trophée. Cette compétition, c'est l'inverse de la tant désirée Super League. C'est en réalité ce que la Super League menace même de faire disparaître.
l'histoire, les histoires qu'une multitude d'organisations humaines est capable de créer autour et pour le ballon rond. Tellement plus qu'une simple performance athlétique.